Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Jamais les appels en faveur de l'industrialisation de l'Afrique ne se sont faits aussi pressants qu'aujourd'hui. Mais pourquoi aucune initiative n'est jusqu'alors parvenue à faire bouger les lignes de cet indicateur important du développement? Les problèmes de l'industrialisation de l'Afrique, c'est le thème d'échange aujourd'hui. Pour en parler, je reçois pour vous Martin Petit-Messi. Il est PDG de Wanam International. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Depuis plusieurs décennies, certains pays en voie de développement ont réussi à s'industrialiser. Pourquoi l'Afrique n'y est pas parvenue malgré les tentatives répétées? Oui, bon, le problème de l'industrialisation de l'Afrique est dû d'abord à son histoire. Vous voyez, l'histoire africaine, c'est une histoire basée sur la colonisation. Ce n'était pas une histoire basée sur la création, où l'idéologie créative n'était pas mise en exergue, mise en avant, donc particulièrement des pays francophones, où le but de la colonisation, c'était dans un esprit d'échange. Un processus d'industrialisation dans un pays nécessite un émulement d'idées et une mise en place d'une certaine idéologie, c'est que l'historique de l'Afrique n'a pas permis. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous voulons parler de l'industrialisation des pays africains, nous devons nécessairement lier ces problèmes à l'histoire. Voilà. Mais il y a plus de 50 ans que les pays africains ont eu leur indépendance. Exactement, mais est-ce que l'indépendance 50 ans après a apporté des solutions aux manquements qui se sont créés à la première année? Mais non, l'indépendance, ça a été un slogan politique où nous n'avons pas été accompagnés à cela, à avoir une liberté de fructification de nos idées, une liberté de mise en valeur des ressources naturelles, une liberté de produire ce qui ressort de nos propres terres, une liberté aussi de définir des programmes de formation professionnelle comme des pays industrialisés l'ont. Voilà à peu près ce qui nous a manqué 52 ans après et qu'aujourd'hui on en parle. Mais j'espère que la tendance va se renverser. Vous liez l'industrialisation de l'Afrique à la colonisation, mais des pays comme la Corée du Nord ont réussi. Oui, ils ont réussi parce que lorsque nous prenons en charge les besoins de nos formations professionnelles, lorsque nous prenons en charge les programmes d'enseignement axés sur l'ingénierie, axés sur la création. Lorsque nous prenons en charge nous-mêmes de façon autonome les programmes de qualification, cela définit très tôt les orientations que nous allons donner à notre société. Ça veut dire que nous ne prenons pas en charge tous ces programmes en Afrique? Bon, pour le moment, je ne pense pas que jusqu'à une époque donnée, il y avait cette nécessité de savoir que lorsque nous allons apprendre, après avoir appris, nous devons pouvoir mettre en pratique ce que nous avons créé. Ce n'était pas comme ça. Nous apprenons et nous nous limitons à servir. Or, normalement, le but d'un apprentissage, le but d'une qualification, c'est afin que nous puissions être à même de mettre sur la plateforme. Nous avons appris au profit de la population. C'est le service là. Exactement, exactement. Oui, ce service, c'est dans ça que commence l'industrialisation. Tout pays qui a été industrialisé comme ces pays de Corée du Nord, aujourd'hui, ils sont autonomes. Ils lancent des missiles, ils créent des instruments de mobilité qui sont les leurs. Mais la genèse de l'idée, la genèse de l'intelligence a été liée à la formation qui est dispensée dans leur école, dans leur centre de formation. Lorsqu'on vous apprend à faire quelque chose, vous matérialisez ça de façon pratique et c'est là que naît les phénomènes d'industrialisation où aujourd'hui nous quittons dans un système manuel à un système mécanique et plus tard à la robotisation. Et tous ces pays-là qui sont dans le processus d'industrialisation ont
d'une manière ou d'une autre, commencé par un phénomène manuel, mais après ça, ça a été modernisé à la mécanisation. Et de la mécanisation, aujourd'hui, ils sont passés au numérique. Et aujourd'hui, ils sont vraiment autonomes sur ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils dispensent dans leur école. Et c'est ce que nous n'avons pas pu saisir. En Afrique, c'est juste l'Afrique du Sud qui est considérée comme un pays industrialisé. Mais à quoi servent les matières premières du continent? Voilà, c'est ce que vous évoquez. À quoi servent les matières premières? Vous voyez, nous sommes un vivier, mais nous sommes un vivier qui produit, mais qui ne transforme pas. Or, il faut que ce que nous possédons, ce qui est de nôtre, puisse être transformé. Nous produisons tout ce qui est utile à l'humanité, mais nous ne le transformons pas. Jusqu'à nos habits, la matière de base, la matière première vient de l'Afrique. Le coton. Voilà. Mais est-ce que l'Afrique a mis en place les structures de transformation de cette matière première? Mais non. C'est cette matière première qui nous est revendue aujourd'hui. Donc voilà, la problématique est là. Et pourquoi l'Afrique n'a pas mis en place cette structure selon vous? Bon, je peux dire que c'est un peu un manque de veille, parce qu'en Afrique, on a tendance à mettre tout entre le dos du politique, mais on ne connaît pas qui est politique. Mais simplement, je dis, c'est un manque d'éveil. C'est un manque d'éveil, c'est un manque de prise de responsabilité. Et moi, je ne vais pas mettre ça dans un angle politique. Une prise de responsabilité, il faut se dire, à partir du moment où nous avons la matière première, il faudra que dans nos centres de diffusion d'intelligence, qu'on apprenne aux enfants, cette matière première peut être transformée et qu'il y ait cet élan de motivation, cet élan d'impulsion qui leur permet de dire, ben vous voyez, nous avons des rivières, nous avons des océans, nous pouvons produire de l'eau minérale, nous avons du coton, nous pouvons produire, et à partir du moment où cette intelligence est diffusée dans les lieux de formation, cela génère un genre de lumière aux jeunes qui se disent, ben, à partir de cette matière, je peux obtenir tel. À partir du caoutchouc, je peux obtenir un jouet. À partir, c'est là où l'élan, cet élan, nous n'avons pas eu très tôt. Justement, les prix élevés des matières premières ont alimenté une croissance économique rapide en Afrique depuis les années 90. Oui. Pourquoi ce tel n'a pas su relancer une industrie manufacturière sur le déclin? Oui, ces indices de croissance ne sont pas des indices que nous avons utilisés nous-mêmes en Afrique. Vous savez, les prix de matières premières ont cru, mais la valeur de la matière première n'est pas discutée en Afrique, c'est discuté dans la bourse de New York, dans les bourses de Londres, dans les bourses de Paris, vous voyez, dans les bourses de Shanghai. Or, à partir du moment où cette matière première qui est faite en Afrique et la valeur qui lui a été donnée n'est pas une valeur africaine. À qui la faute alors? Bon, moi je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu un manque de lumière. Je ne veux pas cadrer des choses aujourd'hui sur le plan politique, parce que derrière le politique, il n'y a personne. C'est un manque d'éveil, c'est un manque de lumière. Mais qui doit être réveillé? Je pense que c'est la population. Je pense que c'est tout un chacun de nous. Vous voyez, un problème de développement, un problème de manque d'industrialisation ne peut pas être géré par un ministère. Ça ne peut pas être géré. C'est un problème d'ordre commun, c'est un problème de société où la responsabilité doit être donnée à ceux qui transmettent le savoir, à ceux qui transmettent les formations. Les pays de l'Asie ne prennent pas les modèles de formation au niveau de l'Europe. Ils ont développé des curricula qui sont propres à eux. Aujourd'hui, leurs bananes, ils fabriquent leur propre jus, ils fabriquent plusieurs autres choses à base de leurs propres produits ou aujourd'hui mettent sur le marché européen. Ce n'est pas le cas en Afrique? Bon, ce n'est pas totalement le cas. Je pense que vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'Afrique du Sud, mais lorsque vous regardez la production au niveau de l'Afrique du Sud, elle n'est pas 100% africaine. Ce sont des multinationales qui viennent d'ailleurs et qui amènent
à peu près ce matériel de transformation, mais la marque génère qu'elle est fabriquée en Afrique du Sud. Mais lorsque vous regardez la profondeur, ce n'est pas un produit où la machine est sud-africaine. Ce n'est pas un produit où l'emballage est sud-africain. Oui, le produit de base est d'Afrique, mais transformé par une main qui n'est pas africaine. Ce n'est pas un bon début déjà? Oui, je pense que tout début est un début, mais aujourd'hui nous sommes dans une ère où nous devons prendre, nous avons les mêmes connaissances, beaucoup plus avancées que simplement l'éveil pour aller vers un processus de transformation. Nous ne l'avons pas eu très tôt. Et ceux qui n'avaient pas ces matières premières, eux, ils ont eu l'éveil. Et ils sont venus avec l'idée de l'éveil, nous l'imposer. Nous, nous avons la matière première, nous n'avons pas eu l'éveil très tôt. Alors, à ces jours, nous commençons déjà à avoir l'éveil. Et il y a déjà une question qui se pose, à quoi servent nos matières premières? Comment peut-on les transformer nous-mêmes? Et cet éveil pose déjà problème à ceux qui n'avaient pas ces matières premières. Ils se disent, mais si ces personnes commencent déjà à prendre conscience qu'ils doivent transformer eux-mêmes leurs produits, nous aurons des problèmes. Parce que là, c'est nous qui allons les imposer. Et c'est ce qu'il faut maintenant essayer de propager au niveau des domaines des formations, au niveau des centres de diffusion des connaissances, au niveau des centres de recherche où nous appartenons. Mais est-ce que l'Afrique a les moyens? Je pense que oui, nous avons les moyens. Les premiers moyens, c'est les hommes. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons la population africaine, nous avons ces hommes, nous avons cette compétence, nous avons ces moyens. En termes de ressources humaines, nous avons les moyens. Donc la démographie de l'Afrique n'est pas un frein à son industrialisation? Non, non, non. Je pense que chaque problème a son secteur de débat. La démographie de l'Afrique peut aussi être un plus. Ça peut aussi être un plus. Parce que on a remarqué que tous les pays à forte démographie sont aujourd'hui les pays les plus industrialisés. Et cela, ça veut dire que cette démographie, à un moment donné, a servi plutôt à une multiplicité de main-d'œuvre, d'idées créatrices, et qui a rendu les pays comme la Chine, le Japon, des pays aujourd'hui assez structurés où il y a un orgueil. Les jeunes très tôt sortent des ingénieurs, ils fabriquent tout ce qu'il y a comme radar, tout ce qu'il y a comme jouets, tout ce qu'il y a comme téléphone mobile. Et c'est le déficit, c'est que la matière de base de ces instruments technologiques, de ces instruments mécaniques est venue de l'Afrique. Et les moyens financiers, parce que les pays de l'Afrique sont vraiment endettés. Hein? Oui, vous voyez, l'héritage colonial ne peut pas être toujours la cause. Nous avons déjà pris conscience que l'héritage colonial a été un frein. Et lorsqu'on prend conscience de quelque chose, on peut la contourner. Lorsque nous prenons conscience que ce chemin ne nous a pas porté au niveau où nous devons l'être, je pense que nous avons cette liberté de redéfinir des bases. Est-ce que l'Afrique a les moyens financiers? Oui. On redéfinit les bases, mais est-ce qu'on a cet argent-là? Bon, l'argent, c'est un moyen d'échange. Nous avons de l'or, du diamant, du bronze, du fer. Et si nous voulons nous créer de l'argent, ce fer, ce bronze, cet or, ce diamant, on en a besoin quelque part. Il suffit juste que nous soyons maîtres de la marchandise. Nous ne sommes pas maîtres. Il y a des accords qui permettent d'exploiter peut-être nos ressources à des décennies et à un prix dérisoire. Et tout cela n'est pas budgétisé, s'il vous plaît. Regardez, suivez mon regard. Expliquez-vous. Hein? Expliquez-vous. Oui, je m'explique. Je me dis... je peux dire que 90% des pays africains ont tous des ressources naturelles qui sont exploitées par des multinationales et cela ne rentre aucunement dans des budgets économiques. Prenons le cas du pétrole. Oui, nous avons le pétrole, le meilleur qui soit demandé, mais regardez le pourcentage
du revenu du pétrole qui sont budgétisés. À peine 1 à 10%. Or, 100% du pétrole est produit en Afrique. Comment un pays producteur de pétrole va avoir dans son budget 1 à 10% de ses propres revenus? Mais 100% doivent nous revenir. Et à ces 100%, nous allons créer les meilleures structures de formation, des meilleures écoles d'ingénierie. Mais vous voyez, notre pétrole, le fait que nous revient à entre 1 et 10%. Alors je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons changer cette tendance-là. Cette matière nous appartient. Cette matière est la nôtre. Celui qui vient signer un accord, les accords d'exploitation de 100 ans, 50 ans de mon pétrole africain, ne peut pas le prendre au baril à 2 $. Mais écoute, c'est une hérésie. Je pense, c'est ma matière première. Et tu viens me dire, je peux, à partir du moment où je peux transformer cette matière, tes 1 $, je te les retourne. Je vais vendre mon baril à la quantité d'argent que j'aurais besoin. Vous dites que ce n'est pas l'Afrique qui fixe le prix de ces matières premières. Non, mais écoute, l'OPEP n'est pas l'Afrique. Et il n'y a aucun siège de l'OPEP en Afrique. Vous voyez, nous avons les sièges de l'OMC. Hein? Nous avons tout ce qui est siège de décision comme accords commerciaux. Aucune structure d'elle n'est en Afrique. Or, 100% de ces produits, la banane, le cacao, le café, le thé, proviennent d'où? De l'Afrique. Mais aucune organisation... L'Asie aussi produit le thé, hein, voilà, le café. Ça je peux dire, l'Asie est autonome aujourd'hui de sa matière première. L'Afrique n'est pas autonome selon vous. Nous allons revenir juste après cette pause.